de nous retrouver pour cette nouvelle conférence d'introduction au cycle sur la Rome antique. Cette conférence vous est présentée par Julie Squadrelli, guide conférencière depuis 2008 à Rome et au Vatican. Je lui laisse maintenant la parole et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc, nous allons rester ensemble à peu près 1h30 afin de vous présenter une conférence introductive sur les splendeurs de la Rome antique. À l'issue de cette conférence, vous aurez certainement de très nombreuses questions, car les 90 minutes qui me sont données ne me permettent pas d'entrer dans le détail. Donc, c'est pourquoi succédera à cette conférence 4 autres qui nous permettront d'approfondir chaque sujet. Et dans l'attente de ce cycle, eh bien, à la fin de cette conférence, je répondrai bien évidemment à toutes vos questions. Alors, l'Italie, eh bien, c'est le berceau de notre civilisation. Rome sous l'Antiquité est de ce fait pour beaucoup d'entre nous synonyme de Jules César. Et nous viennent également à l'esprit eh bien, les nombreuses guerres qu'il a menées, mais aussi celles qui ont été conduites par ses prédécesseurs, par ses successeurs. Des guerres qui sont d'ailleurs illustrées sur la colonne Trajane que nous étudierons dans la conférence dédiée au forum qui se tiendra le 22 mars. Des guerres qui naturellement sont nécessaires à la création d'un vaste empire riche. Et lorsque nous évoquons les richesses de l'Empire romain, eh bien nous pensons au butin de guerre. Et pour ceux qui connaissent Rome, si vous vous êtes déjà baladé dans les rues du centre historique, eh bien vous avez dû voir, j'ai envie de dire, tous les peut-être 2 ou 300 mètres, il y a des obélisques égyptiens un peu partout. Et l'un d'eux se trouve justement devant le Panthéon, un temple romain aujourd'hui converti en église, qui fera partie de ce cycle de conférences. Cette conférence vous sera proposée le 29 mars. Alors ces obélisques ont été ramenés à partir du moment où l'Égypte devient une province romaine en 30 avant Jésus-Christ par Octave, et en 27 avant Jésus-Christ, Octave se fait couronner premier empereur de Rome. Dès lors, l'Italie et Rome vont connaître une nouvelle prospérité, car Auguste va rétablir la paix après des années de guerre. Et on notera donc l'essor de la Rome impériale, qui ne se fera pas uniquement au niveau de son armée, puisque cet essor s'accompagnera de nombreuses transformations dans la ville de Rome. Alors ces richesses romaines nous font également penser aux objets qui ont été ramenés des conquêtes. Alors sur le relief que je vous montre, qui se trouve sur l'arc de triomphe de Titus, situé dans le Forum romain, nous voyons la prise de Jérusalem en 70 avec son butin de guerre. Donc vous voyez, je pense assez clairement la menorah, mais regardez ici, vous trouverez également les trompettes d'argent. De cette guerre, eh bien, les Romains vont également ramener à Rome de nombreux prisonniers qui vont être employés comme esclaves pour construire le Colisée, qui sera l'objet de notre toute première conférence le 8 mars. La grandeur des édifices témoigne également de cette richesse, puisque le Colisée fait 188 mètres de long dans son axe le plus grand, mais nous pouvons également prendre un autre exemple, celui des thermes romains que nous étudierons le 15 mars. Et je vais plus particulièrement prendre l'exemple des thermes de Dioclétien, parce que c'est un exemple très parlant. Ce complexe faisait à l'époque 14 hectares. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, si vous imaginez, mais 14 hectares, c'est l'équivalent de 19 terrains de football et pouvait accueillir cet établissement contemporainement 3000 personnes. Les thermes, nous le verrons, ce sont des monuments qui étaient fastueux. Nous avions des mosaïques de partout sur les sols. Il y avait, hein, vous le voyez ici avec cette reconstitution des thermes de Dioclétien, des marbres partout sur les murs. Nous avons également de nombreuses fontaines. Ici, vous avez même une sculpture fontaine.
et un faste que l'on va à l'époque impériale retrouver dans tous les domaines et dans des disciplines qui vont être extrêmement variées, comme par exemple l'alimentation ou même la mode. Alors, il existait à l'époque une loi qui s'appelait la loi somptuaire qui réglementait des habitudes de consommation et limiter le luxe qui était jugé par certains comme étant immoral. Alors, on peut parler de cette loi avec la fameuse couleur pourpre qui était à l'époque interdite à l'exception des toges. La couleur pourpre est extraite d'une glande tinctoriale de certains mollusques maritimes qu'on appelle murex, et cette couleur était un symbole de pouvoir sous l'Antiquité romaine, réservé à une élite, puisque pour produire 1,5 g de pigment, imaginez-vous que 12 000 murex étaient nécessaires. Donc il s'agissait d'un produit extrêmement coûteux, et c'est pour limiter ce genre de dépenses excessives que ces lois dites somptuaires ont été créées par le Sénat à partir du second siècle avant Jésus-Christ. Alors les sénateurs se réunissent dans des curies. Le nombre de sénateurs varie, hein, entre 300 et 600 selon les époques. Donc des curies à Rome, il y en avait plusieurs. Mais la plus importante, c'est celle que je vous montre ici. C'est la curie Julia qui se trouve sur le Forum romain et qui a été reconstruite par Jules César. Alors, la conférence sur le forum aura lieu le 22 mars. Et pour vous présenter le forum romain, j'ai choisi un petit texte d'Antoine Héron de Villefos. C'est un archéologue français, pardon, mais il a également été conservateur du musée du Louvre au début du XXe siècle, hein, puisque c'est un homme qui est mort en 1919. Et je trouve que son petit texte résume à merveille ce qu'était à l'époque le Forum romain. Alors je vous lis ce petit texte d'Antoine Héron de Villefos. Cette petite place a été pendant des siècles le centre du monde. Toute la vie intérieure de Rome y affluait, tous les grands événements extérieurs s'y préparaient ou y trouvaient un écho, les drames politiques, les cérémonies religieuses, les jeux, les pompes triomphales qui se déroulaient sur la voie sacrée y occupaient l'attention de tous les citoyens, les grands orateurs publics, les avocats célèbres y faisaient entendre leur voix éloquente, les amateurs venaient chercher sous les portiques les objets d'art qu'ils convoitaient pour leur collection. Le peuple y manifestait dans les grandes occasions. On y apprenait des nouvelles, vraies ou fausses. On y donnait des rendez-vous. On y nouait des intrigues. Alors, vous l'avez compris, le forum était le cœur de la ville de Rome. Et ce forum, connu dans le monde entier sous le nom de Forum romain, est en réalité un forum qui a été créé par les Étrusques. Lorsque Romulus fonde Rome, il le fait sur la colline du Palatin. Mais il existait à la même époque d'autres peuples hein, qui vivaient à proximité. Alors, un des peuples les plus connus, c'est par exemple les Sabins, hein, qui vivaient sur la colline du Quirinal. Mais il y avait également les Étrusques qui s'étaient installés de l'autre côté du Tibre, ici, dans le quartier du Trastevere. Et à la suite d'un cynocisme, eh bien, ces différents villages vont se réunir en un État unique qui a été gouverné pendant un siècle par les Étrusques. Alors, qui sont les Étrusques? Eh bien, c'est un peuple qui a vécu entre le XIIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est un peuple qui s'est principalement installé en Étrurie. Donc, l'Étrurie, c'est le sud de la Toscane, c'est l'Umbrie et c'est le nord du Latium. Même si vous voyez que sur la carte, à un moment donné, ils ont créé des comptoirs un peu plus au nord et même dans la région de Campanie. C'est un peuple qui a pris le pouvoir à Rome d'une manière pacifique parce qu'ils avaient beaucoup à donner aux Romains. Alors les Étrusques, eh bien, c'est une civilisation brillante,
prospère, tant et si bien que sans les Étrusques, Rome n'aurait jamais été ce qu'elle est devenue. D'ailleurs, pour de nombreux historiens, le nom de Rome viendrait du mot étrusque Rumon, qui signifie le fleuve. Donc Rome ne vient pas du mot Romulus. Alors, à l'époque de Romulus, les hommes vivaient encore dans des huttes. Ce sont des habitations que nous connaissons d'ailleurs très très bien, puisque les urnes funéraires de l'époque reproduisaient l'habitat de ces peuples. Et ces urnes, eh bien, elles ont été découvertes dans le Forum romain. Parce que le Forum, à l'époque de Romulus, c'était une dépression marécageuse qui servait de nécropole. Alors si vous regardez l'image que je vous montre, on voit bien ici donc l'eau de cette dépression marécageuse. Et lorsque les Étrusques eh bien, ont pris le pouvoir, d'importants travaux ont été réalisés à Rome, puisque c'est d'ailleurs, je rappelle que c'est vraiment avec les Étrusques que Rome prend le visage d'une ville. Et nous avons un roi étrusque du nom de Tarquin l'Ancien qui va donc assécher cette dépression marécageuse par la construction d'un égout. Nous l'appelons la Cloaca Maxima. C'est un égout qui a été construit au 7e siècle avant Jésus-Christ et qui est encore en activité de nos jours. C'est un égout qui passe sous le forum romain. Alors, je vous ai mis ici le forum en violet et puis la ligne rouge que vous avez, eh bien, c'est le parcours de cette Cloaca Maxima sous ce forum. Alors désormais asséché, eh bien, Tarquin l'Ancien peut agrandir la ville au-delà de cette colline et cette ancienne dépression marécageuse va pouvoir accueillir le forum romain. Alors, naturellement, il est extrêmement difficile de faire une lecture du forum, car vous imaginez bien que le forum du second siècle avant Jésus-Christ n'a plus rien à voir avec celui du premier siècle après Jésus-Christ, qui lui-même va être très différent du forum du quatrième siècle après Jésus-Christ. Aussi, lors de la conférence sur les forums, nous détaillerons son évolution, mais je vous ferai également découvrir quelques-uns de ses plus grands ou de ses plus importants monuments sous forme de visites guidées virtuelles, comme le temple dédié à la déesse Vesta. Alors, ici, vous avez naturellement une reconstitution. Hein. Ce que nous avons aujourd'hui, ce sont voilà, les colonnes que vous avez là sur la gauche. C'est un temple qui est petit, mais c'est un temple qui est très important. À l'intérieur, en fait, nous avions le feu sacré de la cité, et c'était un feu qui ne devait jamais s'éteindre, sinon la cité aurait été en danger. Donc ce feu était entretenu par des jeunes femmes qu'on appelle des vestales, et nous en reparlerons en détail le 22 mars. Alors, je ne vous détaillerai pas tous les monuments du forum, hein, parce que le forum compte énormément d'édifices, et ce sont des édifices qui d'ailleurs ont été partiellement conservés grâce aux alluvions du Tibre. Alors le Tibre, c'est le fleuve qui traverse Rome. C'est un fleuve qui fait plus de 400 kilomètres. Il a de nombreux affluents. Il traverse 4 régions différentes. Et à chaque inondation, eh bien, le fleuve a déposé sur le sol de Rome des sédiments qui ont eu pour conséquence de surélever le niveau du sol de plusieurs mètres. Donc durant le Moyen Âge, et ce jusqu'au 19e siècle, hein, eh bien imaginez-vous que le forum était entièrement enseveli sous ces sédiments et pour vous rendre compte à quel point le sol était surélevé à l'époque, eh bien, il vous suffit de regarder ces quelques photos du 19e siècle. Alors, vous voyez ici au premier plan, nous avons une colonne. Donc, on voit bien qu'elle est sous terre. Hein. On voit très nettement que le niveau est à l'époque beaucoup plus haut. Eh bien, regardez ici la colonne, je vous l'ai entourée en rouge. Vous voyez que le niveau est beaucoup plus bas. J'ai un autre exemple qui est très parlant avec le temple
de Faustine. Alors aujourd'hui, on voit bien que pour accéder à ce temple, on doit monter les quelques marches que vous avez ici, puisque le niveau du forum se trouve là, alors que sur la photo d'à côté, les marches, on ne les voit même pas. On a des colonnes qui sortent de terre parce que le niveau du forum se trouve à peu près à ce niveau-ci. Dernier exemple que je vous montre avec l'arc de Constantin, sur la photo de gauche, eh bien les hommes sont assis à peu près à ce niveau-ci. Alors le forum a été redécouvert à la Renaissance, donc après des siècles d'abandon durant le Moyen Âge, et c'est à partir de ce moment-là que l'on va commencer à utiliser le site comme carrière de pierre. Après l'exil des papes en Avignon, eh bien, on a de nombreux temples. Je vois une question. Alors, excusez-moi si je réponds pas systématiquement parce que je ne les regarde pas forcément, mais alors que le temple romain est plutôt carré, non, pas forcément en fait. Il y avait énormément de temples circulaires. C'est ce qu'on appelait des tholos. Donc non, ça fait partie. À Rome, on en a plusieurs. Donc non, non, c'est les tholos sont assez classiques tant chez les Grecs que chez les Romains, elle indique certains monuments, puisque souvent ils ont été faits, défaits. Et oui, mais si on les reconstitue, madame, ce ne seront plus un monument antique. Ceci dit, il y a des fois, on le fait, malheureusement. Je ne suis pas encore arrivée au Colisée, mais quand je vous parlerai du Colisée, que je vous montrerai une reconstitution, eh bien, vous verrez, attendez, je vais quand même le faire. Il est où mon Colisée? Il est où? Il est où? Attendez. Euh, il est où mon Colisée? Ah, je l'ai passé. Ah non, je retrouve pas. Si c'est pas dans l'ordre. Non, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai pas. Mais en tout cas, tout à l'heure, lorsque nous serons au Colisée, vous verrez que on n'a plus de gradins en fait aujourd'hui et on n'a plus d'arène. Le fait de ne plus avoir d'arène, enfin, en tout cas, on a une toute petite reconstitution de l'arène, et ben c'est très bien. On est très content parce que sans la totalité de l'arène, eh bien, on voit les souterrains qu'il y a en dessous. Et ils envisagent de reconstruire la totalité de l'arène, soi-disant pour une meilleure compréhension de l'amphithéâtre, mais s'ils reconstruisent la totalité de l'arène, eh bien, on ne verra plus les souterrains. Donc moi, je suis contre la reconstitution de monuments. Alors attendez, je reviens sur mes précédentes diapositives. Attendez, je crois, voilà, ça y est, je l'ai trouvé mon Colisée. Ça y est. Vous voyez ce que l'on voit aujourd'hui quand nous entrons au Colisée? C'est formidable parce que avec la reconstitution de l'arène qui est ici et qui du coup est toute petite, on voit les souterrains. C'est prévu, hein. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va être fait, puisqu'à Rome, il y a toujours énormément de retard, mais j'espère en tout cas qu'ils auront le plus de retard possible, parce que j'ai pas envie qu'ils reconstruisent la totalité de l'arène. Certes, ils pourront certainement organiser des spectacles, et ce sera très bien, mais on ne verra plus les souterrains. Donc c'est mieux de ne pas reconstruire, tout simplement. Alors j'en étais donc je préfère, utiliser à ce moment-là des reconstitutions, virtuelles, voilà, avec des images de synthèse, comme vous avez ici. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors bon, en tout cas, donc ce que je vous disais, donc nous en étions arrivés ici. Oh ben, le pire, c'est que mon image du Colisée était juste en dessous. Ah, c'est pas grave. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'après l'exil des papes en Avignon, eh bien, de nombreux papes souhaitent reconstruire Rome et vont utiliser les pierres de la Rome antique. Ils vont également redécorer des églises au cours de la contre-réforme, puisqu'ils vont utiliser l'art comme instrument politique et ils vont utiliser les marbres du forum. Et en fait, ce recyclage de matériaux sera un point commun aux 4 monuments que l'on va étudier ensemble. Donc, l'exemple eh bien, du Colisée est assez parlant, puisque à l'exception des petits gradins que vous avez ici, qui sont des pierres d'origine, c'est une restauration qui remonte à l'époque de Mussolini, mais les pierres sont d'origine. On n'a que ça. Les autres gradins, nous ne les avons plus parce qu'ils ont été réutilisés pour reconstruire la basilique Saint-Pierre de Rome.
Si on prend l'exemple du Panthéon, eh bien, le Panthéon possédait au niveau du pronaos, ici, donc que vous avez sur cette photo-là, des tuiles de bronze, eh bien, ces tuiles de bronze ont été prises par le Bernin, avec bien sûr l'autorisation d'un pape, pour pouvoir réaliser ce superbe baldaquin de bronze qui trône aujourd'hui au centre de la basilique Saint-Pierre. Et puis pour vous donner également une idée avec les termes, eh bien, alors, dans les termes, on a tout récupéré, hein. Donc, on a des églises qui ont été faites avec les colonnes des termes. Mais dans les termes de Caracalla, il y avait par exemple cette baignoire. Et bien, cette baignoire, elle a été récupérée par un pape pour en faire une fontaine sur la place Farnèse. Alors, ces pillages et même les saccages, hein, que Rome a connus au fil des siècles, eh bien, expliquent l'aspect très fragmentaire de certains monuments. On peut prendre l'exemple avec le temple dédié au Dioscure. Vous le voyez aujourd'hui, on a, je voulais entourer en rouge, trois colonnes, alors qu'à l'époque, eh bien, il faut vous imaginer ça. Et ce que je voudrais également vous dire, c'est que les pierres qui n'ont pas été réutilisées vont de toute manière passer dans les mains des chauffourniers pour être transformées en chaux. Et en fait, c'est ainsi que la plupart des monuments du forum eh bien, vont disparaître. Alors, à la fin du XVIIe siècle, donc avec le début de l'archéologie, s'ouvre une nouvelle phase pour le forum. Les premières fouilles ont lieu à partir de 1788, mais il faudra véritablement attendre le XXe siècle pour explorer la plus grande partie du forum. En fait, ce qu'il faut attendre, c'est que l'unité du pays, hein, de l'Italie, et puis il faudra attendre eh bien, que Rome devienne la capitale de l'Italie. Donc au début du XXe siècle, l'intégralité du forum est libérée. Et pour escaver le forum, on a même créé une ligne de chemin de fer pour faciliter le déplacement des matériaux. Et naturellement, cette ligne de chemin de fer n'existe plus aujourd'hui. Et donc, depuis le 19e siècle, eh bien, on commence les restaurations sur le forum et ce sont naturellement des restaurations qui se poursuivent encore aujourd'hui. Alors, grâce à des reconstitutions avec des images de synthèse, eh bien, il nous est possible de vous restituer la splendeur de ces lieux. Donc, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir donc, le 22 mars. Alors, ceci dit, je vous rappelle que l'intitulé de cette conférence n'est pas le Forum romain, mais bien les forums. Parce qu'à Rome, des forums, il y en a plusieurs. Alors, je vous ai mis ici en bleu le forum romain, et puis vous avez au-dessus, en rouge, les forums dits impériaux. Et l'on voit très bien qu'à l'époque, ces deux forums formaient un plan unitaire, mais ils ont été séparés par Mussolini, qui a créé la grande voie qui apparaît ici en rouge, puisque Mussolini souhaitait à la fois relier un des symboles de Rome, qui est le Colisée, à son palais qui se trouve à l'opposé de cette voie, qui est le palais de Venise, et puis cette voie, dite la voie des forums impériaux, eh bien, devait servir à toutes ces parades militaires. Et effectivement, quoi de mieux que d'avoir comme décor d'un côté le forum romain et de l'autre les forums impériaux. Alors, les forums impériaux sont des forums qui sont assez petits, à l'exception de celui de Trajan qui est ici, qui est assez grand. Et ce sont des forums qui vont essentiellement servir à la propagande de l'empereur afin de le glorifier au sein de sa ville. Alors des forums impériaux, il en existe 5. Nous avons ici le forum de Vespasien, juste à côté ici le forum de Nerva qui était également le forum de Domitien. Nous avons ensuite ici le forum d'Auguste et puis le grand ici de Trajan. Vous noterez en dessous, là, que nous avons un autre forum.
Un forum dédié à Jules César, même si Jules César n'a jamais été empereur. Et le forum de Jules César est caractérisé, comme la plupart des forums impériaux, hein, à l'exception, je vous dis, de celui de Trajan qui est très grand, mais tous les forums impériaux sont caractérisés par une place entourée d'un portique avec un temple à l'une des extrémités. Alors le temple du forum de Jules César, que nous avons donc ici, hein, de ce temple, on a encore trois colonnes qui sont conservées avec de jolis chapiteaux corinthiens. Eh bien, ce temple, c'est celui de la déesse Vénus, mais pas n'importe quelle Vénus. Vénus génitrix, c'est-à-dire la Vénus qui engendre, puisque Jules César prétendait descendre de Vénus. Et vous verrez que chacun des temples qui se trouvent sur les forums dits impériaux, eh bien, a une symbolique bien précise et nous découvrirons comment l'architecture est mise au service du pouvoir. Alors nous verrons également que ces ensembles architecturaux dans ces forums sont pour les historiens de véritables documents historiques. Je pense notamment à la colonne Trajane, située sur le forum de Trajan. Donc c'est une colonne ornée d'un relief de 200 mètres de long qui nous raconte la prise de la Dacie. Donc la Dacie, c'est l'actuelle Roumanie. Et ce sont des reliefs qui sont exceptionnels. Alors non seulement parce qu'on va trouver des scènes de guerre avec de nombreux détails, hein, ici on voit par exemple des Romains qui sont en train d'incendier des maisons, on peut également voir le sort des captifs, si vous regardez bien ici vous avez des Daces décapités qui sont présentés à l'empereur que nous avons ici, mais ce récit en images nous en apprend bien plus. Par exemple, on voit des soldats en train de couper le blé pour pouvoir nourrir les troupes. On y découvre également ce qu'ils boivent, puisque sur ce relief, eh bien, on y voit des tonneaux. Et dans les tonneaux, ce n'est pas du vin qui est conservé. Dans les tonneaux, nous avions de la bière ou de l'hydromel. Donc, on sait que cette boisson était incluse dans les rations quotidiennes. On découvre également toute la logistique d'un camp militaire en exercice et en fait, bien avant la création de la bande dessinée, eh bien en fait, les Romains en avaient déjà posé les rudiments. Alors, pendant que les hommes vont au forum romain ou dans les forums impériaux pour discuter sous les portiques, pour aller faire une petite offrande à une divinité, pour assister à un jugement, eh bien les femmes se rendaient dans d'autres forums que je vous ai ici entourés en fuchsia. Ce sont les forums dits boarium et olitorium qui étaient les marchés aux fruits, aux légumes et aux bestiaux. Alors ce marché est naturellement positionné à proximité du Tibre que vous avez ici, puisque c'est le fleuve qui était utilisé pour ravitailler la ville. Donc nous avions des bateaux qui partaient d'Ostie, qui remontaient le fleuve pour arriver jusque Rome avec des embarcations plates tractées par des chemins de halage. Et si vous avez l'intention de venir à Rome dans peu de temps, eh bien sachez que on a retrouvé de nombreux bateaux qui sont exposés dans un musée à Fiumicino, donc à 2 minutes de l'aéroport. Et depuis le 12 octobre, eh bien, ce musée a réouvert, alors que ça faisait plus de 20 ans que ce musée a été fermé. Alors aujourd'hui, sincèrement, il n'y a plus grand-chose de visible concernant les vestiges de ces forums, Boarium et Olitorium. Nous n'avons en fait plus rien des quais, puisque les grandes digues qui nous protègent du fleuve, hein, parce que n'oubliez pas que Rome a souvent inondé la ville, eh bien ces grandes digues nous empêchent de voir les vestiges
Nous savions bien sûr, hein, qu'autrefois il existait, de grands entrepôts, que vous aviez ici, mais aujourd'hui, les monuments, modernes, eh bien, ont recouvert, les monuments antiques. Ceci dit, il reste quand même de, ces forums la porte d'entrée, qui est, l'arc de, Janus. Nous avons également un temple dédié à, Portunus, la divinité protectrice du port et des navigateurs. Puis nous en avons un autre qui est dédié à Hercule Olivarius, c'est-à-dire un Hercule qui protège les marchands d'huile. Alors c'est une divinité un petit peu étonnante, mais il ne faut pas oublier que les Romains avaient des dieux pour tout. Ils avaient même une déesse protectrice pour la Cloaca Maxima, le grand égout de la ville de Rome. Alors, si les Romains avaient un temple dédié au Hercule qui protège les marchands d'huile, c'est parce que les Romains consommaient tout simplement énormément d'huile, que ce soit pour... alors oui, je précise que le temple d'Hercule Olivarius est bien conservé parce qu'il a été converti en église. Donc je vous disais que les Romains consommaient énormément d'huile, que ça soit pour la nourriture, que ça soit, pour l'éclairage, que ça soit pour parfois raviver, certains feux, mais surtout pour faire de l'exercice physique et pour se laver. Donc l'huile était très consommée dans les thermes, qui étaient donc, les lieux dans lesquels, les Romains faisaient, du sport et se nettoyaient. Alors la conférence, sur les thermes est prévue le mardi 15 mars. C'est une conférence qui portera uniquement sur les termes romains et non sur le thermalisme. Je précise parce que les Romains utilisaient depuis bien longtemps l'eau à des fins thérapeutiques. Les Romains avaient notamment fait construire à Tivoli, donc Tivoli se trouve à une quinzaine de kilomètres, 20 kilomètres de Rome, des complexes thermaux dont le but était vraiment curatif. Et par exemple, grâce à Suétone, on sait que l'empereur Auguste souffrait du rhumatisme et donc très souvent il allait à Tivoli pour aller plonger ses pieds et ses mains dans les eaux thermales. Donc ensemble, nous parlerons non pas des termes curatifs, mais bien de ceux qui sont dédiés aux soins du corps. Alors, au cours de cette conférence, nous détaillerons le parcours thermal. Alors, les usagers passent successivement d'une pièce tiède qu'on appelle le tépidarium, puis ensuite ils passent dans une salle chaude qu'on appelle le caldarium. Dans les grands établissements thermaux, on peut avoir plusieurs tépidariums, plusieurs caldariums, avant de terminer dans une pièce froide qu'on appelle le frigidarium. Donc le but à l'époque était de profiter à la fois des bienfaits du chaud et des propriétés vivifiantes du froid. Mais ce parcours intègre d'autres espaces, puisque vous voyez que les thermes étaient composés de différentes pièces. Nous en avions un petit peu partout. Et certaines étaient dédiées à l'hygiène. Alors, différents ingrédients étaient nécessaires au bain, hein. La liste est quand même, assez longue, mais, l'huile et l'eau, elles se trouvaient en priorité et nous verrons donc que, les Romains pour se laver utilisaient également, des instruments. Alors naturellement, l'huile en soi, n'a pas de propriété, nettoyante, donc nous verrons en fait comment les Romains utilisaient, ces huiles. Certains espaces dans les thermes étaient dédiés aux promenades. Alors si nous prenons les thermes de Caracalla, ça se voit bien puisque vous voyez qu'il y avait à l'époque des jardins de partout. Certains endroits étaient également dédiés aux discussions, notamment sous les portiques que vous aviez autrefois tout autour. Et puis d'autres espaces étaient dédiés au sport. Alors ici par exemple, nous avons un stade. Nous avions aussi des palestres, hein, comme on peut le voir ici, et nous découvrirons ensemble, eh bien, quels étaient les sports pratiqués. Alors, il y en a certains que nous connaissons bien, comme la lutte gréco-romaine, mais il y en a d'autres qui sont assez étonnants.
par exemple, sur ce cratère, pardon, qui a été trouvé à proximité de Rome, eh bien, on nous montre un homme pratiquant le jeu du cerceau. L'étude de la peinture sur vase est essentielle. Elle est essentielle parce que de très nombreux vases représentent des activités sportives ou des activités simplement liées au terme. Et par exemple, le vase que je vous montre nous apprend que les douches à l'époque existaient. Alors, les thermes, eh bien, ce sont des lieux incontournables de la vie romaine, puisque les Romains y passaient en moyenne 2 heures par jour. Alors, vous allez me dire, 2 heures par jour, c'est beaucoup trop pour se laver. Mais les thermes offraient des fonctionnalités de type centre de loisirs, donc qui incluaient à la fois le sport, nous l'avons vu, les soins du corps, la distraction, mais bien plus encore. Heu, Sachez que certains, fréquentaient les thermes uniquement pour exhiber leur richesse ou pour faire, par exemple, des affaires. D'autres venaient également pour y faire, bronzette. Alors sur dans les grands thermes, eh bien, il y avait, des toits en terrasse, comme c'est le cas, ici, donc des solariums, eh bien, où l'on pouvait tout simplement bronzer. Les termes, c'est vraiment, un microcosme de la société, romaine, puisqu'ils étaient aussi bien fréquentés par la plèbe que par les patriciens, puisque le prix d'entrée était très peu élevé et souvent, c'était même des, termes qui étaient gratuits, notamment avant une période, électorale. Et parce qu'ils sont fréquentés, par tous, eh bien, les thermes sont par excellence les lieux où le pouvoir sera mis en scène. D'ailleurs, certains empereurs fréquentaient les thermes publics pour s'y montrer, comme nos politiciens aujourd'hui. On a des politiques aujourd'hui qui se montrent au salon de l'agriculture ou sur des places de marché avant les élections. Les empereurs faisaient la même chose avec, par exemple, les thermes. Et donc, les thermes devaient incarner la puissance de l'empire. Il devait également incarner sa capacité à garantir un mode de vie civilisé, raffiné et à assurer le bien-être du peuple. Alors, comment obtenir ce bien-être? Alors, il y a différents moyens, bien sûr, pour l'obtenir, mais je pense avant tout qu'on obtient un certain bien-être avec des espaces chauffés, puisque je pense que personne n'aime se laver dans le froid. Les thermes étaient donc chauffés et les sols étaient si chauds que Pline le Jeune nous raconte l'histoire d'un meurtre. Alors ce meurtre, c'est celui d'un ancien prêteur. Il s'appelait Larcius Macedo. Et cet homme a été victime de sa domesticité en raison de sa cruauté. Et nous savons que ce meurtre, ce crime a été commis dans les termes privés du maître. Et Pline dit, je cite, les esclaves le jettent sur le pavé brûlant pour s'assurer par son inertie qu'il est bien mort. Donc ça en dit long sur la chaleur qu'il faisait dans ces termes. Les salles chaudes étaient naturellement exposées au sud avec de grandes fenêtres, comme vous le voyez ici au terme de Dioclétien, afin d'exploiter les rayons naturels du soleil. Les Romains connaissaient également le système de double vitrage pour éviter la déperdition de chaleur. Et puis au cours de cette conférence, eh bien, nous verrons aussi les différents procédés afin de chauffer les pièces et les bassins. Alors le procédé le plus connu, c'est celui de l'hypocauste, que les Romains vont également utiliser d'ailleurs pour leur palais d'hiver. Donc l'hypocauste consiste à chauffer les pièces par un sol surélevé d'environ 50 centimètres sur de petites piles de briques afin d'emmagasiner la chaleur avant de la rediffuser au-dessus. Et vous le savez sans doute, les termes romains tirent leur origine de la Grèce. Mais les Grecs ne connaissaient pas
le système d'Hippocos, même si leur terme était également chauffé, hein, il faut bien le préciser. Mais l'hypocauste, tel que vous le voyez ici sur cette image, c'est une invention romaine. Et les Romains ne vont pas inventer que les hypocaustes. Les Romains vont également inventer des aqueducs et ça va naturellement révolutionner la physionomie à des termes. Si chez les Grecs, les premiers termes qui étaient appelés balaneion étaient relativement petits, simples, les Romains, grâce à leurs aqueducs, vont pouvoir créer des complexes colossaux. Rappelez-vous encore une fois de la taille des thermes de Dioclétien. C'était des thermes qui faisaient 14 hectares. Et les thermes de Dioclétien, eh bien, ils sont alimentés par une branche de l'aqueduc Aquamarcia. Donc l'Aquamarcia, vous l'avez ici, et puis la branche qui a été créée pour alimenter ces thermes, c'est l'Aqua Antoniniana que vous avez ici en rouge. C'est un aqueduc d'environ 90 kilomètres. Il était réputé pour sa pureté, pour sa fraîcheur. Et c'est un aqueduc qui amenait à Rome 650 litres d'eau par seconde. Alors pour vous donner une idée de la quantité d'eau utilisée dans les thermes, je vous montre désormais les citernes des thermes de Trajan et elles contenaient plus de 6 millions de litres d'eau. Grâce à leur aqueduc, eh bien, les Romains sont devenus de grands consommateurs d'eau. Alors on estime qu'au 1er siècle, les Romains consommaient 700, pardon, je dis une bêtise, 577 litres d'eau par jour et par habitant. Le chiffre que nous avons aujourd'hui, c'est 145 litres par jour et par habitant. Les thermes ont donc fleuri eh bien, un petit peu partout à Rome et dans l'ensemble de l'Empire, puisque les Romains vont faire preuve d'une maîtrise totale de l'eau, que ce soit pour sa captation, pour sa gestion, pour sa distribution et même pour son évacuation, puisque rappelez-vous, les égouts existaient à l'époque. Alors, nous verrons également euh, comment la vie se déroulait dans les thermes, qui étaient justement des lieux de vie, hein. On n'y venait pas que pour se laver, nous l'avons dit. Rappelez-vous de l'expression un corps sain dans un esprit sain. Donc, qui prend soin de son corps, prend soin de son esprit. Donc, il y avait dans les grands termes impériaux, comme ceux de Caracalla, comme ceux de Dioclétien, des bibliothèques comme celle que je vous montre. Parfois, on avait même deux bibliothèques, une bibliothèque grecque et une bibliothèque latine. Et nous verrons également que dans certains termes, eh bien, il y avait aussi une véritable vie sous terre, puisqu'à Caracalla, eh bien, ce sont environ 2 kilomètres de galeries souterraines qui ont été mises à jour. Alors certaines de ces galeries pouvaient être carrossables, hein, puisque il y avait des chars qui devaient passer dans ces galeries pour pouvoir apporter du bois dans les dépôts pour alimenter les fours. Les fours étaient alimentés par des esclaves ou par des citoyens condamnés à une peine d'intérêt général, puisque vous l'imaginez, il s'agissait d'un travail extrêmement pénible en raison bien sûr de la chaleur qu'il y faisait. Alors nous verrons également hein, au cours de cette conférence eh bien, les différents combustibles que les Romains utilisaient. Ils utilisaient bien sûr le bois, hein, mais dans les grands termes, comme ceux justement de Dioclétien, c'est 600 kilos de bois par heure qui partaient en fumée. Et comme les Romains utilisaient énormément de bois, que ce soit pour leur usage domestique tel que la cuisine, ou que ce soit pour alimenter les fours des boulangers, des briqueteries, des potiers, des chauffourniers, ou que ce soit pour la crémation des corps, puisque les Romains pratiquaient également l'incinération, eh bien,
ils avaient naturellement d'autres combustibles, sinon on aurait eu une déforestation et ces autres combustibles, eh bien, nous les connaissons aujourd'hui grâce à l'analyse, enfin de certains résidus, que l'on a, retrouvés dans les thermes. Alors les thermes, romains étaient également appelés les palais du peuple, parce que ce sont effectivement de véritables, palais. Encore une fois, je le répète, il y a, des marbres, il y a des mosaïques, des peintures, il y a des sculptures, ça c'est une reconstitution des thermes de Caracalla. Et dans ces thermes, on a découvert ce superbe groupe qui se trouve aujourd'hui au musée archéologique de Naples, qu'on appelle le Taureau Farnèse. Donc les thermes, c'était vraiment des lieux très agréables à fréquenter, puisque ce sont de véritables musées. Donc on aimait aller aux thermes, parce que quand on allait aux thermes, eh bien nous étions sûrs de passer du bon temps. Oui, vous inquiétez pas, hein, je répondrai à toutes vos questions à la fin. Vous inquiétez pas, c'est promis. Alors, si les thermes sont des lieux dans lesquels on aime passer du bon temps, eh bien, il existe un autre endroit que les Romains aimaient tout particulièrement, c'est naturellement le Colisée. Un amphithéâtre qui a pris ce nom-là qu'au Moyen Âge, donc nous verrons ensemble pourquoi. Alors rappelons que ce cycle de conférences débutera avec cet amphithéâtre qui est le plus grand du monde romain, et le Colisée, ce n'est pas le premier amphithéâtre que Rome a connu. Il en existait autrefois un autre, essentiellement conçu avec du bois. Et comme il a brûlé au cours de l'incendie de l'an 64 sous le règne de Néron, eh bien, un des successeurs de Néron, l'empereur Vespasien, souhaite redonner à Rome un amphithéâtre grandiose. Alors cet amphithéâtre, il a été financé grâce à la prise de Jérusalem, hein, que je vous ai tout à l'heure montré, hein, rappelez-vous du relief avec la menorah et des trompettes d'argent. Mais cet amphithéâtre, il a également été financé grâce à une nouvelle taxe. Et d'ailleurs, nous verrons que Vespasien est bien plus connu pour cette taxe que pour avoir édifié le Colisée. Alors le Colisée sera un instrument afin de montrer son pouvoir. Il servira donc de vitrine à cette puissance romaine. Donc ce monument, comme de nombreux autres à l'époque impériale, servira bien sûr à la propagande de l'empereur. Et c'est pourquoi sur sa façade, nous avions autrefois des boucliers de bronze recouverts d'or, que l'on va même retrouver sur les pièces de monnaie de l'époque, puisque le but de cet amphithéâtre est également de montrer la puissance militaire de Rome. Alors, essentiellement connu pour ses combats de gladiateurs, au cours de cette conférence, nous ferons la lumière sur les idées reçues et préjugés de la gladiature, notamment grâce à l'archéologie du geste, c'est-à-dire à la pratique, mais également grâce à l'archéologie expérimentale. Alors, il y a deux hommes qui sont très importants dans l'étude de la gladiature. C'est Éric Tessier et Brice Lopez. Alors, on a qui tous deux en fait pratiquent l'archéologie expérimentale. Si on revient sur Éric Tessier, il est maître de conférence et chercheur à l'université de Nîmes. Et Brice Lopez, lui, il s'occupe d'événements culturels dans les sites archéologiques. Et c'est également un chercheur en archéologie du geste. Et c'est grâce en fait à ces hommes que nous verrons que les armes qu'ils utilisaient, eh bien, à l'époque, n'étaient pas faites pour tuer. Elles étaient faites pour blesser, oui, mais pas forcément pour tuer. Regardez d'ailleurs sur cette image, vous avez ici une arme qui n'est pas pointue, elle est ce que l'on appelle plombée ou encore mouchetée. Si je vous montre une autre photo, nous avons donc ici un sécutor. Donc le sécutor, hein, on l'avait également ici, donc il est bien protégé, hein, grand bouclier, brassard, jambière, casque, etc. Et lorsqu'il combat
un autre gladiateur, on voit que cet autre gladiateur a énormément de mal à l'atteindre et il est impossible pour l'autre gladiateur de venir toucher à la poitrine le sécutor. Regardez bien également l'arme que possède ce gladiateur. C'est celle que vous avez ici. Elle est très souvent représentée dans, dans l'iconographie de l'époque. Donc c'est une arme recourbée qu'on appelle la sika. Et en fait, pour pouvoir atteindre le gladiateur, on voit que le sécutor, on voit que l'autre gladiateur est obligé de passer par-dessus son épaule, donc il peut lui faire euh, une grosse balafre, j'ai envie de dire, dans le dos. Donc, le sang qui coule, on le fera couler, ça, il n'y a pas de souci, mais on ne le tuera pas. Et grâce à l'expérimentation, les historiens d'aujourd'hui savent comment les gladiateurs utilisaient ce genre d'armes. Ils savent également quels coups étaient portés et comment ils étaient portés de manière à ne pas faire mourir leur adversaire. Alors nous verrons également comment le célèbre tableau de Jérôme, ce peintre du 19e siècle, a influencé notre imaginaire collectif, puisque dans ce tableau, la mise à mort est indiquée, vous le voyez ici, par des hommes et des femmes qui ont ce geste du pouce tourné vers le bas, alors que ce geste n'existe absolument pas. Nous verrons également que la mort n'est pas systématique et qu'il s'agit de jeux très codifiés, avec dans l'arène systématiquement la présence d'un arbitre. L'arbitre, il est très souvent représenté dans l'iconographie de l'époque. Il est toujours reconnaissable à sa tunique avec des bandes et à sa baguette. Et naturellement, donc grâce à la présence de l'arbitre, eh bien, on voit bien que le gladiateur, sa finalité, c'est pas forcément de mourir. Et lorsque la mort devait être donnée, parce que ça pouvait quand même arriver, bien sûr, eh bien, grâce aux récentes découvertes de l'université de Vienne, eh bien, nous verrons qu'elle ne se faisait pas systématiquement sous les yeux des spectateurs. Vous verrez également que les jeux organisés dans cet amphithéâtre pouvaient avoir une visée didactique. Ça semble dingue ce que je dis, hein, mais pour l'inauguration du Colisée, on a, on a organisé une naumachie d'amphithéâtre, c'est-à-dire un simulacre de bataille navale. Alors, même si les naumachies d'amphithéâtre n'étaient pas nouvelles, imaginez-vous les prouesses techniques que cela demandait. Il y a dans ce monument des innovations architecturales qui font de cet amphithéâtre un monument unique au monde, qui était capable de se remplir d'eau en 2h30 environ. Alors les batailles navales qui se déroulaient n'étaient pas de simples combats, hein, puisque je vous dis, il y a une visée didactique, puisqu'il s'agissait de jeux qui évoquaient des batailles réelles. Donc on enseigne l'histoire au peuple romain grâce à des jeux. Et dites-vous bien que si ces jeux ont remporté un immense succès dans l'Antiquité, c'est parce qu'il s'agissait de véritables spectacles, des spectacles qui se faisaient même au son de la musique. On ne les retrouve pas, les musiciens, dans les péplums américains. Et pourtant, ils sont toujours là, sur cette mosaïque romaine. Regardez, on a ici un orgue, on a différentes trompettes, hein, des trompettes droites ou des trompettes un petit peu recourbées. La musique était systématiquement présente. C'était des spectacles pour lesquels les participants recevaient d'énormes rétributions. Certains gladiateurs de l'époque impériale étaient de véritables stars. Alors je précise bien gladiateurs de l'époque impériale, hein, parce que nous verrons que les gladiateurs de l'époque républicaine, c'est très différent. C'était des prisonniers de guerre, ils n'avaient pas de valeur. À l'époque impériale, c'est tout autre chose. Et ces stars bénéficiaient de soins importants. Ils avaient
quotidiennement des massages, des médecins spécialisés, des diététiciens et en dehors même des heures d'entraînement, c'était des gens qui bénéficiaient d'une certaine liberté. Et les spectacles qui étaient donnés dans le Colisée étaient également des spectacles très variés, puisque le Colisée accueillait très fréquemment 3 types de représentations. Il y a bien sûr les gladiateurs, il y a les Venaciones, qui sont des représentations avec des animaux. Un monsieur me dit, mais face au lion, un mythe, c'est une madame, pardon, je vais y répondre dans quelques secondes. Et il y avait également, là c'est beaucoup moins drôle, ce que l'on appelle les ludi meridiani, qui étaient à l'époque des mises à mort. Alors l'on voit souvent dans les péplums américains des gladiateurs qui combattent des animaux, notamment des lions ou voilà, des fauves, comme on le voit ici. Messieurs, dames, c'est entièrement faux. Aucun péplum américain n'est conforme à la réalité. Ceux qui combattaient les animaux, messieurs, dames, ne sont pas des gladiateurs, ce sont des chasseurs professionnels. Alors, si beaucoup de personnes confondent combat de gladiateurs pardon, et Vénationès, c'est parce que même sous l'Antiquité, certains confondaient les différents types de représentations dans les amphithéâtres. Et je pense notamment à Tertullien. Tertullien, il a écrit un texte qui s'appelle Anne Martyras au proclamateur de la foi, et vous pouvez le lire avec moi. Tertullien dit: combien d'oisifs s'orientent vers le métier de gladiateur par goût des armes? Sans doute en viennent-ils aux bêtes par attirance et se considèrent-ils comme plus beaux, couverts de morsures ou de cicatrices? Eh bien, quand on lit ça, on a vraiment l'impression que ce sont les gladiateurs qui combattent les animaux. Mais c'est pas du tout le cas. Tertullien, il confond tout. Et pourquoi est-ce qu'il confond tout? Parce que Tertullien est un chrétien. Alors, c'est un homme qui est à cheval entre le second et le troisième siècle. Et les chrétiens n'avaient pas le droit d'assister à ces jeux. Donc Tertullien, il n'a jamais assisté à ces jeux. Donc il nous parle de choses qu'il ne comprend, qu'il ne connaît même pas. Donc il est important, pour bien connaître la gladiature, de sélectionner les bonnes sources. Parce qu'on pourrait se dire, Tertullien, c'est un contemporain euh, des jeux d'amphithéâtre, il doit dire vrai. Eh ben non, il faut sélectionner les bonnes sources et ne pas consulter bien sûr que les sources antiques. Il faut bien évidemment étudier les nouvelles découvertes parce que l'archéologie depuis le 19e siècle a fait d'énormes bonds en avant et nous a permis vraiment de progresser dans notre connaissance des monuments antiques. Et alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que dans ce cycle de conférences, il nous manque un monument essentiel. Ce monument, c'est le Panthéon. Alors le Panthéon, voilà, il s'agit d'un des nombreux symboles de la ville, notamment en raison de sa coupole, qui est la plus grande de Rome, et j'inclus également le Vatican. Pourquoi est-ce que j'inclus le Vatican? Parce que la coupole du Vatican fait 42,50 mètres de diamètre, alors que celle du Panthéon en fait 43,30. Alors le Panthéon, il est situé dans le centre historique de Rome, donc je vous l'ai entouré en rouge, et l'endroit n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est à cet endroit que, selon la tradition, Romulus a connu son apothéose. Donc construire le Panthéon à cet endroit est un moyen de célébrer Romulus, le fondateur de la ville de Rome, et la fondation même de Rome est d'ailleurs célébrée par l'architecture de ce temple. Alors, selon la tradition, attendez, je cherche une reproduction que je ne... voilà, hop. Selon
La tradition, la ville de Rome a été fondée par Romulus le 21 avril de l'année 753 avant Jésus-Christ. Eh bien, chaque 21 avril, à 12 heures précises, le soleil entre dans le Panthéon par la coupole, par l'oculus que vous avez ici, et vient frapper la porte du Panthéon, donnant l'impression que les astres célèbrent la grandeur de Rome. Au début du IIIe siècle, nous avons même eu un historien qui s'appelle Dion Cassius, qui a interprété la coupole du Panthéon comme étant une image de la voûte céleste. Alors le Panthéon, il a été conçu par Agrippa, qui était le conseiller et le gendre de l'empereur Auguste. Et ce n'est pas un hasard si à l'origine la statue d'Auguste se trouvait là, dans le pronaos du temple, puisque le but était naturellement de suggérer un lien de continuité entre Romulus, le fondateur de Rome, et Auguste, le fondateur de la nouvelle Rome, la Rome impériale. Alors le nom d'Agrippa, donc le fondateur du temple, figure sur la façade de l'édifice. Et parce que ce nom figure sur la façade, imaginez-vous que jusqu'au 19e siècle, et je vais même être plus précise, jusqu'en 1887, eh bien on pensait que le Panthéon que nous avons aujourd'hui sous les yeux lorsque nous nous promenons à Rome était celui d'Agrippa. L'histoire du Panthéon va considérablement évoluer le jour où un Français du nom de Georges Chedanne a fait une découverte révolutionnaire. Alors Georges Chedanne était pensionnaire à la Villa Médicis, donc que je vous ai mis ici, en tant qu'architecte. Alors, la Villa Médicis accueille l'Académie de France à Rome. Elle a été fondée en 1668 sous Louis XIV par Colbert. Et l'Académie a été créée à la fois dans le but de former de jeunes artistes français ou de compléter leur formation dans une ville qui était autrefois un des principaux centres de la vie intellectuelle et artistique d'Italie. Et l'autre objectif de la villa était un objectif un petit peu caché quand même, hein, était de meubler en fait les demeures des rois de France en utilisant les copies réalisées par les pensionnaires. Alors, un pensionnaire à Rome, ça coûte cher, hein. Donc depuis 1804, les pensionnaires de la villa devaient envoyer annuellement certains travaux afin de justifier leur présence à Rome, et c'est ce qu'on appelle les envois de Rome. Alors les envois de Rome, ce sont des écrits précis, hein, qui sont imposés aux pensionnaires par un règlement strict. Par exemple, les architectes de première année, je dis première année parce qu'il restait à l'époque 3 ans et 3 mois, eh bien les architectes de première année devaient envoyer à Paris des relevés de monuments romains, incluant les différentes restaurations que le monument a connues, afin de constituer une collection unique de documents. Donc, c'est pour ça que les bibliothèques françaises sont aussi riches aujourd'hui. Eh bien, le français choisit comme sujet d'étude ce fameux Panthéon. Et il se penche notamment sur le mode de construction de cette fameuse voûte. Alors, pour les besoins de ses recherches, il va réussir à obtenir une autorisation de prélever une petite partie du revêtement de la coupole. Il sera même autorisé à pratiquer des petites ouvertures à la naissance de la voûte. Et grâce à ça, eh bien, il va faire deux découvertes capitales.
une de ses premières grandes découvertes, c'est qu'il va découvrir des briques, mais pas n'importe lesquelles. Il va découvrir des briques estampillées de l'époque d'Adrien. Alors attention, la brique que vous avez là sur votre écran n'est pas la brique du Panthéon. La seule reproduction que j'ai réussi à trouver de cette brique estampillée se trouve dans un livre avec une photo qui est toute petite en noir et blanc. Et quand on scanne la photo et qu'on l'agrandit, on ne voit absolument rien. Donc la photo que je vous ai mise ici, c'est simplement une estampille, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que Shedan a découvert à l'époque. Mais voilà, une estampille de l'époque d'Adrien. Or, je vous rappelle qu'au XIXe siècle, tous pensaient que le Panthéon que l'on voit encore aujourd'hui est celui d'Agrippa. Donc, on va apprendre, grâce aux découvertes de ce Français, que le Panthéon a entièrement été reconstruit par Adrien. Alors, juste, juste en dessous de l'inscription où l'on a le mot d'Adrien, il y a une autre inscription qui est en beaucoup plus petit. Hein, je vous montrerai un détail le jour où l'on fera cette conférence. Et c'est une inscription qui rappelle une restauration que le monument a connue en l'an 80 après un incendie. Eh bien, il est fortement probable que cette restauration n'a pas suffi en 80 et que c'est pour cette raison eh bien, qu'Adrien le fait entièrement reconstruire. Alors, le Panthéon d'Agrippa était en réalité très différent du Panthéon d'Adrien. Déjà, le Panthéon d'Agrippa, il faut préciser qu'il n'était pas dédié à tous les dieux, comme c'est le cas pour le Panthéon d'Adrien. Excusez-moi, puisque le Panthéon d'Agrippa était un temple dynastique avec la sculpture d'Auguste, mais nous avions également celle de Jules César dans ce temple. Jules César était le père adoptif d'Auguste. Alors que le Panthéon d'Adrien, eh bien, c'est un panthéon qui va être dédié à tous les dieux. Le Panthéon d'Agrippa ne possédait pas de coupole, alors que la coupole que vous avez ici, eh bien, c'est une coupole qui a été faite par Adrien. En fait, Adrien, il a rajouté toute cette masse circulaire que vous avez à l'arrière. Alors, la coupole n'est pas nouvelle dans l'architecture romaine, hein, puisque rappelez-vous, tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé des forums Boarium et Auditorium, nous avons vu le temple dédié à Hercule Olivarius et il possédait une coupole, et une coupole qui naturellement était bien plus petite. Jamais dans l'architecture, un homme n'avait créé une coupole de 43,30 mètres de diamètre, qui n'a jamais été retouchée depuis sa création jusqu'à nos jours, ce qui n'est pas le cas pour la coupole de Saint-Pierre. La coupole de Saint-Pierre, comme elle menaçait de s'écarter, eh bien, on l'a cerclée par différentes chaînes au fil des siècles. Alors, qui est ce grand architecte? Naturellement, les sources ne nous le disent pas. Sinon, nous aurions su bien avant que ce monument datait de l'époque d'Adrien. Alors, on a certains historiens modernes qui évoquent Apollodore des Damas, qui était l'architecte de Trajan, donc son prédécesseur, et qui était également l'architecte de la colonne Trajane. Mais d'autres historiens et archéologues pensent que l'auteur de cette coupole eh bien, serait l'empereur lui-même. Adrien est un grand bâtisseur. C'est un homme qui était passionné d'architecture et il s'était fait construire à Tivoli, donc toujours à 25 kilomètres de Rome, une villa impériale de 120 hectares dans laquelle se trouvent de nombreuses coupoles qui ont été dessinées par lui. Donc il est certain que l'empereur avait un penchant assez fort pour les coupoles. Et selon certains chercheurs, eh bien, ce seraient les coupoles de la villa d'Adrien qui lui auraient servi d'entraînement avant de réaliser la prouesse architecturale du Panthéon.
Alors, si certains historiens n'admettent pas l'hypothèse qu'Apollodore des Damas puisse être l'architecte de ce panthéon, c'est parce que Dion Cassius nous apprend qu'Adrien avait fait exiler et mettre à mort Apollodore des Damas sous prétexte qu'il aurait commis quelques crimes. Alors, avant qu'Adrien ne soit empereur, l'empereur s'était permis de faire une observation à propos du travail de l'architecte, et Apollodore des Damas lui aurait répondu: Va-t'en peindre tes citrouilles, car pour ceci tu n'y comprends rien. Et il est vrai que certaines coupoles d'Adrien, eh bien, qu'on appelle les coupoles à ombrelles, hein, celles que je vous montre ici, elles se trouvent donc dans la villa Adrien, dans la villa Adriana à Tivoli. Eh bien, on peut voir voilà, qu'il y a des nervures qui voilà, peut un peu ressembler aux nervures d'une citrouille. Alors ne supportant pas cette liberté de parole, eh bien, une fois devenu empereur, Adrien se vengea et on sait qu'il va mettre fin donc, à la carrière d'Apollodore des Damas. Donc il est vraiment très peu probable qu'Apollodore ait travaillé pour Adrien, même si cet architecte, qui était également un ingénieur militaire, va adresser à l'empereur un traité de poliorcétique. La poliorcétique, c'est un traité sur l'art de mener un siège. Alors cette fameuse coupole, elle est essentiellement faite en béton, appelé l'opus caementitium. Les Romains ne sont pas les premiers hein, à avoir inventé les mortiers, mais disons qu'ils en ont généralisé leurs usages, car non seulement l'emploi du béton nécessite moins de main-d'œuvre qualifiée, donc c'est plus simple à mettre en œuvre, et d'autre part parce que le béton est capable de supporter des charges très élevées. Donc la découverte du béton par les Romains aura un impact considérable sur l'architecture, puisque le béton offre de nouvelles perspectives artistiques par rapport à la pierre qu'utilisaient autrefois les Grecs. Et le béton romain, eh bien, il offre également une incroyable résistance au temps. Alors, c'est un béton qui est essentiellement composé d'eau, bien sûr, de chaux et de cendres volcaniques. L'ajout d'un agrégat, alors ça peut être du gravier, ça peut être euh, fragments de briques ou des fragments de pierre, eh bien, fait qu'il existera différentes compositions de béton, de manière à faire du béton allégé, que l'on va bien sûr retrouver au Panthéon, puisque on sait que pour le Panthéon, eh bien, les Romains vont utiliser un béton fait avec de la pierre ponce. La pierre ponce est une pierre volcanique qui est extrêmement légère. Faites une expérience si vous le souhaitez. Moi, je l'ai faite à la maison. Et en fait, c'est si légère eh bien, que le tuf, elle flotte. Alors, la grande difficulté lorsque l'on construit une coupole est d'éviter que la coupole implose en son centre et c'est également d'éviter les poussées sur les côtés. Donc ensemble, eh bien, nous verrons toutes les solutions mises en place par l'architecte, parce que grâce aux recherches de Georges Chedan, eh bien, nous connaissons aujourd'hui les secrets de la longévité de cette coupole que nous étudierons en détail lors de la conférence du 29 mars. Au cours de cette conférence, eh bien, nous retracerons également l'histoire du Panthéon depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Nous verrons également ses évolutions, puisqu'au fil des siècles, eh bien, le Panthéon fut tantôt coiffé d'un petit clocher central, tantôt coiffé de deux clochers qui ont été rajoutés au XVIIe siècle par le Bernin, qui est un des plus grands artistes baroques de son temps. Nous verrons également comment, euh, comment ce monument a influencé
d'autres monuments dans le monde entier. Alors, il faut préciser que le Panthéon de Rome, il a une autre particularité, c'est que le diamètre de sa coupole va également correspondre à la hauteur du monument. Donc, on a un très fort contraste entre la vision externe, puisque je vous rappelle que de l'extérieur, la coupole, on la voit quasiment pas, hein, on a juste l'impression de voir une petite calotte hémisphérique qui émerge. Pour découvrir cette coupole, il faut vraiment rentrer à l'intérieur. Et en raison de sa forme hémisphérique, eh bien, nous savons que, et puis nous savons que le cercle a toujours été considéré comme étant la forme parfaite, hein. Donc le Panthéon va devenir une référence universelle à travers les siècles, à travers le monde, que ce soit pour des monuments prestigieux tels que par exemple la villa Capra près de Venise, et qui a été construite par Andrea Palladio pour un prélat du Vatican. Nous avons encore de nombreuses bibliothèques qui reprennent cette forme. Alors, il y en a un peu partout. Je sais qu'il y en a une en Allemagne, mais la plus connue, c'est celle de Thomas Jefferson, qui a été construite pour l'université de Charlottesville en Virginie. Alors, n'oubliez pas que originellement, le Panthéon d'Agrippa était un temple destiné à la culture de la mémoire des fondateurs de Rome, Romulus et Auguste qui va fonder la Rome impériale. Et sachant que les bibliothèques sont également des lieux de mémoire, eh bien, il est tout à fait logique de reprendre la forme du Panthéon pour en faire des bibliothèques. Alors, en tant que lieu de mémoire, eh bien, il est également très cohérent de placer au Panthéon les corps des grands hommes. Donc, ce Panthéon à Rome, comme le Panthéon de Paris, sera dédié aux grands hommes et à leurs actions. Donc, nous découvrirons quelles sont les personnalités qui y sont enterrées et qui sont celles qui bénéficient d'une garde spéciale, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et puis, nous évoquerons également, bien sûr, les différentes légendes qui s'y rapportent. Alors, l'une d'elles raconte que lorsqu'il pleut dans la ville éternelle, il ne pleut pas dans le Panthéon, alors que sa coupole est percée, vous le voyez, d'un oculus de quasiment 9 mètres de diamètre. Donc, nous verrons ensemble eh bien, si l'adage dit vrai ou pas. Nous verrons également la richesse décorative de ce monument. Alors, l'extérieur a été dépouillé, puisque vous le voyez ici, on a cette rotonde qui est faite de briques. À l'époque, la brique n'était jamais visible, hein. Vous aviez un parement de marbre tout autour que nous n'avons plus du tout aujourd'hui. Donc, pour vous rendre compte de cette richesse décorative, eh bien, il faut rentrer à l'intérieur, parce que tous les marbres que vous avez là sous vos yeux, que ce soit ceux que vous trouverez sur les murs, mais même ceux que vous avez là sur les sols, eh bien, ce sont des marbres qui sont d'origine. Le Panthéon a été très bien préservé et cette préservation, eh bien, nous la devons à un empereur byzantin qui s'appelait Phocas, qui a fait don du Panthéon au pape. Donc le Panthéon, depuis le 7e siècle, c'est une église et une église toujours en activité avec des messes tous les samedis et tous les dimanches. Et pour commémorer la donation de ce temple romain à l'église, eh bien, nous verrons dans la conférence que nous ferons sur le forum, que nous avons sur le forum une colonne commémorative, hein, ici qu'on la retrouve là, eh bien, qui rappelle le don du Panthéon à l'Église. Alors, si le Panthéon est aujourd'hui aussi important, c'est parce qu'il s'agit du seul monument romain
laissé intact ou presque, en raison de son utilisation continuelle depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ce qui n'est évidemment pas le cas des autres édifices. Alors, la raison est triple. À partir de la fin du IVe siècle, on notera une instabilité du pouvoir impérial, puisqu'on a 70 empereurs qui se sont succédés en 120 ans. Et puis, il y a aussi les invasions barbares et la christianisation. En 400, pour conclure, je vous parle un petit peu donc de la fin de cette Rome majestueuse. En 410, lorsque Alaric, qui est le roi des Visigoths, envahit Rome pour la troisième fois, eh bien la ville est mise à sac durant 3 jours consécutifs. Et ce pillage marque en fait le début du déclin de Rome. Alors bien sûr qu'au départ, d'Alaric et les Romains vont restaurer leurs monuments, mais aucun nouvel édifice va venir embellir la ville de Rome, à l'exception d'églises, puisque depuis le IVe siècle, on assiste à Rome à l'émergence d'une société chrétienne qui rapidement vont faire perdre leur fonction aux temples païens. Donc ces temples païens, eh bien, ils vont tomber en désuétude, d'autres vont tomber en ruine. Alors certains vont être récupérés parfois par la population. Je pense notamment au Colisée, où là, on a la population qui va construire dans les arcades de l'amphithéâtre des habitations abusives. Mais disons qu'à cette époque-là, les aqueducs fonctionnent encore. On aura vraiment la fin de Rome au VIe siècle. En 537, les Ostrogoths, qui vont être conduits par Vitigès, eh bien, vont assiéger Rome et Vitigès va casser tous les aqueducs, ou presque. Presque, parce qu'il y en a un qui s'appelle l'Aqua Vergine, qui alimente encore la fontaine de Trévi aujourd'hui. Lui reste en activité parce qu'il est entièrement souterrain à l'extérieur des murs de la ville de Rome. Donc le fait qu'il soit reste en activité, ben, c'est une preuve que le génie romain est sans limite. Et le but de Vitigès était naturellement de prendre la population par la soif. L'eau est un élément qui est vital et son rôle est prépondérant dans Rome et dans l'urbanisme. Donc avec ces aqueducs qui vont être cassés, les quartiers ne sont plus alimentés et le déclin d'un élément tel que les aqueducs eh bien, contribue à la chute de l'Empire. Alors qu'avec Rome, enfin avec les Romains, on avait fait construire des thermes partout dans l'Empire, donc de l'Angleterre en passant par la Syrie pour transmettre des pratiques quotidiennes communes, une identité commune pour euh, aider à l'unification de cet empire, eh bien, si les termes cessent d'être en activité, eh bien, naturellement, c'est la chute. Alors, j'ai encore une illustration à vous montrer. On voit ici les termes de Caracalla. Alors, bien sûr que le gigantisme des ruines d'aujourd'hui témoigne encore de la splendeur de ces monuments d'autrefois, mais avec les assauts barbares et le début du christianisme, eh bien c'est la fin de l'architecture monumentale romaine, puisqu'à cette époque-là, on ne construira plus de palais, plus de temples, plus de lieux dédiés au divertissement, plus d'aqueducs, plus de thermes. On va bien sûr construire des églises, mais elles ne seront pas monumentales. Les églises deviendront monumentales qu'à la Renaissance, pas avant. Alors, pour terminer, parce que il me reste 4 minutes, si à partir du XVIe siècle, même si c'est une pratique qui se fera beaucoup plus à partir du XVIIIe siècle, mais quelques-uns le faisaient déjà un peu avant, eh bien, l'élite européenne, pour découvrir l'Italie et sa culture antique, eh bien, faisait un voyage. Ce voyage, on l'appelait le Grand Tour. Eh bien, aujourd'hui, c'est Conferencia qui vous donne la possibilité d'effectuer ce grand tour afin de découvrir les splendeurs romaines par le biais de 4 conférences. Et l'intérêt de ce cycle est de mettre en connexion plusieurs monuments en vous proposant un regard croisé sur ces lieux parce qu'ils ont tous des points communs.
Tous ont été utilisés comme carrière de pierre, tous témoignent d'un extraordinaire savoir-faire, tous ont une architecture mise au service de la propagande impériale. Alors bien sûr que en termes d'architecture, les Romains ont une dette envers les Grecs, mais l'objectif des Grecs était différent. Il n'y a plus simplement chez les Romains une recherche de beauté pure. Il s'agit également de glorifier l'homme par ces monuments pour conserver leurs souvenirs d'une manière durable. Alors bien sûr, au cours de ce cycle, on partira également des codes de l'architecture romaine, parce que voilà, l'architecture est très codifiée. Ces codes étaient essentiellement grecs, mais on verra aussi que les Romains vont essayer de se détacher un petit peu de ces codes grecs pour créer, on va dire, leur propre architecture. Voilà. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées. Alors c'est Vitigès. Alors le nom, du chef barbare qui a détruit, les aqueducs, c'est, Vitigès. C'était des Ostrogoths et voilà, il a assiégé, Rome et cassé ses aqueducs en 537. Voilà, ça c'est quelle a été la réparation, la répartition, de la population romaine, son une évolution à travers les âges entre esclaves et Romains et les autres? Ah, c'est difficile à dire parce que, la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ n'est pas la même que celle, du, 2 siècle après Jésus-Christ. Et si, par exemple, au 1er siècle, nous avons eu énormément, d'esclaves, ces esclaves pouvaient également être revendus, par la suite. Bah, quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé au 7e siècle avant Jésus-Christ et ça s'est passé très bien puisqu'en fait les Étrusques ont pris le pouvoir avec l'aide de l'aristocratie romaine. Parce que justement les Romains avaient besoin de ce savoir étrusque. Les Étrusques par exemple, alors tout à l'heure je vous ai dit que ce sont eux qui ont, asséché les marécages avec la construction, d'un égout, mais, ce sont par exemple grâce à eux, que les Romains ont eu une première muraille, puisqu'avant c'était une petite palissade entourée d'un fossé à l'époque de Romulus, hein. Quand on dit que Romulus est le premier roi de Rome, c'est plus un chef de village qu'autre chose. Alors qu'avec les Étrusques, on a une ville entourée de murs. Alors des murs qui faisaient quand même déjà 13 mètres, pardon, 13 kilomètres de circonférence. Ce sont également les Étrusques qui vont apprendre aux Romains comment construire des villes avec des plans quadrillés qu'on appelle le plan hippodamien avec de grands axes, le cardo, le decumanus avec des coupes, des rues qui se couplent en angle droit. C'est également les Étrusques qui vont nous apprendre la voûte et l'arcade que le Romain va utiliser à profusion pour ses théâtres, ses amphithéâtres, ce qui était quand même, ça lui a facilité énormément les choses. N'oubliez pas que en Grèce, les théâtres étaient systématiquement adossés aux pentes naturelles d'une colline parce que les Grecs ne connaissaient pas l'arcade. Les Étrusques la connaissaient, donc on avait besoin de ce savoir étrusque. Donc le passage s'est fait très facilement. On les a, on voulait les Étrusques au pouvoir. Mais on les a laissés qu'un siècle, hein. Une fois qu'on a tout appris des Étrusques, hop, on les a chassés du pouvoir. Pourquoi le palais de Venise à Rome? Parce que c'était l'ambassadeur de Venise qui se trouvait là, tout simplement. N'oubliez pas hein, qu'à cette époque-là, l'Italie n'était pas encore unifiée. C'est un palais qui remonte au XVe siècle. Et au XVe siècle, la péninsule italienne était encore divisée en duché, en république, en royauté. Donc Venise, ce n'était pas l'Italie. Donc il y avait également des ambassadeurs là-bas. Alors les différentes fonctions du forum romain, c'est une fonction politique, une fonction judiciaire, une fonction administrative, une fonction cultuelle et culturelle. Culturelle parce que encore à l'époque de Jules César, on avait beaucoup de spectacles qui se faisaient dans les forums. Ensuite, les forums impériaux, en plus, ils servent à la propagande, alors que les forums boarium et auditorium, c'était des marchés.
Est-ce bien dans le temple de Vénus que Jules César avait installé la gigantesque statue de Cléopâtre qui aurait choqué tout le monde vu qu'elle était mariée? Hmm. Ah, vous me posez une colle. Est-ce que Jules César Oh là, attendez, je me la note. Je me la note. Je sais pas, monsieur. Fanny, mais promis Fanny, je je fais des recherches et je le dis à Conferencia, pour qu'elle puisse vous faire parvenir, la réponse. Je l'ai peut-être lu et c'est quelque chose que j'ai pas mémorisé, mais dans Vénus, donc dans le temple de Vénus Génitrix, sculpture de Cléopâtre. C'est possible, c'est possible. Cléopâtre. Promis, je vous fais savoir ça rapidement. La maison dorée de Néron a-t-elle été conservée malgré le fait qu'à la fin, elle était déclarée ennemie publique? Euh, euh, En fait, elle a été conservée d'une part parce qu'on l'a volontairement ensevelie, puisque Néron a été frappé par la damnation memoria, donc on devait effacer toute trace de lui. Et puis, elle a été après, par la suite, ensevelie également par les allusions du Tibre, mais on n'en a qu'une toute petite partie qui a été conservée, puisque une bonne partie de la demeure dorée de Néron avait été transformée en terme sous le règne de Titus. Donc on n'a qu'une partie qui a été conservée parce qu'on l'a ensevelie volontairement pour effacer ce que l'empereur avait fait. Il y en avait dans l'arc de Janus, bien sûr, il y avait à l'époque des statues dans les niches qu'aujourd'hui nous n'avons plus. Mais oui, 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 il était entièrement orné de sculptures. Oui, tout le monde y venait. Alors les esclaves, c'était souvent, voilà, une fois que leur maître n'avait plus besoin d'eux, mais tout le monde allait au terme, que l'on soit un homme, une femme, un riche, un pauvre. Même les enfants y allaient, hein, puisqu'on sait que les enfants, les termes étaient gratuits pour les enfants de moins de 4 ans. Donc ça veut dire que même si on avait moins de 4 ans, on allait au terme. Ça dépend. Il y avait des termes privés et il y avait des termes d'État. Moi, je vous parle beaucoup des termes de Caracalla, par exemple, ou des termes de Dioclétien, ou les termes de Trajan, ou les termes de Constantin, qui étaient des termes gérés par l'État. Non. Enfin, alors, est-ce que le Colisée est une invention française? Chez nous, bien sûr, on ne l'appelle pas Colisée. À Rome, on l'appelle Colosseo. On ne l'appelle même pas Colosseum. On l'appelle Colosseo. Et oui, c'est une Colosseo, c'est pas en raison de dimension colossale. Colosseo, ça vient de colossal, donc d'une statue. Ça, je vous en reparlerai lors de cette conférence. Mais oui. Donc, Colisée, oui, c'est français. Chez nous, c'est Colosseo. Non, il existait différentes écoles de gladiature. À Rome, nous avions 3 écoles, enfin, à, à Rome, à côté du Colisée, hein, il y avait 3 écoles de gladiature et une école pour les chasseurs. Parce que n'oubliez pas que ceux qui chassaient les animaux, ce pas des gladiateurs. Alors, est-ce qu'il y avait des paris lors des jeux? Les seuls paris à l'époque qui étaient autorisés étaient ceux que l'on avait dans les cirques. Donc, les cirques, ce sont les hippodromes dans lesquels on avait les courses de chars. Là, oui, on pouvait parier. Dans les amphithéâtres, il y avait, oui, des paris, mais c'était des paris qui n'étaient pas autorisés. Eh bien, pour sa forme, et puis pour sa forme, et puis en raison, eh bien, à des hommes importants qui ont été ensevelis à l'intérieur. Quelle est la définition exacte? Eh bien, le Panthéon, c'est un temple dédié à tous les dieux. Mais je précise une chose, c'est que à l'époque d'Agrippa, on ne l'appelait pas Panthéon, puisque n'oubliez pas qu'à l'époque d'Agrippa, ce n'était pas un temple dédié à tous les dieux, c'était un temple dynastique. Donc on l'a appelé Panthéon seulement lorsqu'il a été reconstruit à partir de l'époque d'Adrien. Oh, il n'y en a pas. Différence entre dôme et coupole, il n'y en a pas. On peut aussi bien parler de dôme que de coupole.
Ah ben je parle pas de Rémus parce que Rémus, c'est pas le fondateur de la ville de Rome. Au cours d'une rixe, entre les 2 frères, Romulus va tuer Rémus. Donc le seul fondateur de Rome, c'est Romulus, pas Rémus. Donc c'est vrai qu'en en règle générale, Rémus, j'en parle pas, ou très peu. Oh, très tard, mon Dieu. Vous savez, l'Italie, elle a été unifiée en 1870. Donc ça s'est fait vraiment très, 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 très tard. Et même encore en 1870, tout le monde ne parlait pas encore italien. Ils parlaient différents dialectes. Et même encore aujourd'hui, vous prenez la région de Naples, vous prenez un petit jeune de 12 ans, il parlera le dialecte. On a aussi un dialecte à Rome, hein, mais à Rome, sincèrement, il se perd. Mais l'italien est vraiment une langue qui est arrivée très tard. Je n'ai plus vocation. Alors, parce que j'ai passé à peu près toutes les dernières questions, je vois qu'il y en a Ah, il y une en a un qui me dit, petite dernière de j'aurais pas des... Catherine. Ah, pardon. Alors, vous inquiétez pas, si vous auriez aimé avoir des explications sur la prison dans laquelle Vercingétorix a été emprisonné, alors elle est en réalité un petit peu à l'extérieur des forums. Donc, je ne comptais pas en parler, mais je me l'écris. Prison, comme ça. Si vous êtes là lors de ce cycle, promis, je vous en parle, même si c'est un tout petit peu à l'extérieur. Exactement. Et si vous avez des questions qui vous reviennent, ou comme Fanny, si vous pouviez nous envoyer par mail votre question, qu'on puisse les transmettre à Julie. Notre mail est contact@conferencia.fr, et évidemment, nous les transmettrons à Julie qui vous fera une réponse. Et ce sera beaucoup plus pratique comme ça, et au moins on n'oubliera personne. Merci beaucoup en tout cas Julie pour cette conférence qui était passionnante. J'espère que vous avez tous apprécié ce moment. Évidemment, comme l'a fait part Julie tout à l'heure, cette conférence est donc une conférence d'introduction au futur cycle sur la Rome antique, composée donc de 4 conférences. On commencera donc par le Colisée le 8 mars, les thermes romains le 15 mars, les forums le 22 mars, ainsi que le Panthéon le 29 mars. Nous avons mis le lien pour vous inscrire au cycle dans le chat, et vous avez également le lien en haut de la présentation dans le petit rectangle vert. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous tiens encore une fois à vous remercier. Julie, je tiens à tous à vous Mais remercier merci. également. Je me permets évidemment de vous rappeler que la conférence sera disponible en rediffusion dès demain matin. Et donc, je vous dis à très bientôt avec Julie sur Conferencia pour le cycle sur la Rome antique. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais donc maintenant terminer cet événement et je vous dis au revoir. Merci Julie. Au revoir. Merci à vous et au revoir à tous.